Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, est l'invitée de l'épreuve de vérité. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de Public Sénat avec l'AFP, avec Les Échos et avec Radio Classique. Effectivement, avec moi ce soir, deux confrères, Jean-Francis Pécresse et Paul Aubriat. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Pas de sexisme ici, madame Schiappa. Et pourtant, dans la presse, c'est un déluge, comme en témoigne votre inventaire dans votre dernier livre, Le deuxième sexe de la démocratie. Apparemment, aucun article sans allusion à votre physique, à votre coiffure, à vos tenues. Apparemment, c'est indigne d'une carte de presse pour vous. C'est pas que ce soit indigne d'une carte de presse, c'est que c'est assez décevant. Il y a des propos qui peuvent prêter à polémique ou qui peuvent prêter à interprétation. Donc on peut dire qu'ils sont sexistes, pas sexistes, avoir un débat. Il y en a d'autres en revanche qui sont carrément outranciers ou injurieux. Donc là, oui, c'est plutôt indigne d'une carte de presse. Et le dernier article qui vous est consacré, j'ai regardé, c'est la double page, enfin une double page, il y a 3 pages au total, dans Le Point cette semaine. Oui. Pour son titre et la photo qui l'accompagne, on découvre cela ensemble. Jusqu'où ira Marlène Schiappa alors qu'on vous voit occupé avec un bouton de votre corsage? Comment est-ce que vous avez réagi là? Franchement. Bon, sincèrement, je suis assez blasée. Avec ironie, ça me fait sourire jaune parce que je me dis que c'est incroyable. C'est un article qui prétend relayer mes dénonciations du sexisme de la presse et qui fait exactement la même chose. Moi, je n'avais pas connaissance de l'existence de cette photo. Elle a dû être prise pendant une séance sans que je m'en aperçoive. Je trouve ça pas très élégant. Je ne suis pas sûre qu'on aurait mis une photo d'un homme en train de remonter sa braguette avec un titre identique. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, beaucoup de femmes, notamment, ont trouvé évidemment cette mise en page. Oui, et des hommes aussi. Et des hommes aussi, bien sûr. Nous, ici, nous l'avons trouvé aussi tout à fait déplacé et sexiste. 3 grandes questions vous seront posées au cours de cette épreuve de vérité, madame Schiappa. 1. Dites-vous, personne ne me fera taire, après la polémique, bien sûr, de l'affaire Daval. 2. Promettez-vous l'égalité salariale homme-femme à la fin du quinquennat. 3. Quelles mesures en vue contre les violences faites aux femmes, et notamment dans la rue? C'est parti, donc, avec la première de ces questions. Paul Aubriat. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Schiappa. Avec un seul I. Excusez-moi, après la polémique à la suite de vos propos sur l'affaire Daval et l'axe de défense de l'avocat du suspect, est-ce que vous dites aujourd'hui personne ne me fera taire? Alors plusieurs choses. D'abord sur le fond, je suis assez surprise qu'on appelle ça une polémique. En l'espèce, dans l'affaire Daval, il s'agit de la mort d'une femme. Moi, je ne me suis pas exprimée sur l'affaire judiciaire, je n'ai pas commenté une plaidoirie ou commenté une décision de justice. J'ai analysé pour le combattre un mécanisme sémantique et systémique qui s'appelle le victim blaming, pour parler le langage anglo-saxon, qui veut qu'on fasse porter la responsabilité de la violence à la victime. Et ça, c'est systémique également, puisque très souvent, quand une femme meurt sous les coups de son conjoint, ce qui arrive une fois tous les 3 jours en France, on dit « oui, mais ne l'a-t-elle pas cherchée? Oui, mais est-ce qu'elle n'était pas difficile à vivre ?» Je vous invite à découvrir le travail de journalistes qui reprennent la présentation notamment de la PQR, avec des choses invraisemblables du type « elle fait mal cuire les œufs, il la tue », des choses où on voit qu'on tourne en dérision cela et qu'on met dans un contexte assez désolant et particulier. Mais précisément, c'est bien l'accablement de la victime par l'avocat du suspect qui vous a fait réagir, c'est bien ça? C'est le traitement sémantique, c'est le traitement médiatique de l'avocat. De l'avocat, c'est pas médiatique là. Alors, si, puisqu'en l'occurrence, écoutez, là, c'était pas une plaidoirie, c'était quelque chose de médiatique avec des reprises sempiternelles en essayant de porter atteinte à la victime. Et pour répondre à la première partie de votre question, personne ne me fera taire. Moi, je suis assez frappée de voir que le débat, il s'est vite déporté et qu'on a vite cessé de parler des violences conjugales avec des choses assez aberrantes du type pour ou contre Marlène Schiappa doit-elle se taire ou pas? En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des femmes qu'on oblige à se taire. Et moi, tant qu'il y aura en France 84 000 viols par an, tant que tous les 3 jours, il y aura une femme qui meurt sous les coups de son conjoint, tant que ces choses-là ne seront pas abstraites, mais qu'elles seront des réalités, eh bien, effectivement, je ne me tairai pas pour toutes les femmes qui, elles, n'ont pas le choix de se taire ou de ne pas se taire pour dénoncer ce qu'elles vivent. Personne ne vous fera taire. C'est pas ce qui est en cause du tout, là. C'est qu'en l'occurrence, vous avez commenté une affaire en cours dont vous ne connaissiez rien, dont on ne connaît rien, personne ne connaît rien. Et de ce point de vue, vous êtes une récidiviste, puisque au mois de mai 2017, vous étiez... Là, par exemple, vous voyez, en me qualifiant de récidiviste, on est presque à croire que moi, j'ai tué quelqu'un, pardon. Mais là, on est dans un glissement. Le terme de récidiviste, en termes de champ lexical, c'est le champ lexical de la culpabilité.
une formule. Vous êtes récidiviste, c'est pas un terme de... C'est un champ sémantique, c'est ce que je dis. Puisque au mois de mai 2017, vous étiez intervenu dans une affaire aussi, dans un procès, en soutenant des Femen qui étaient jugés devant le tribunal de grande instance de Paris. Donc on a l'impression que, au fond, c'est coutumier chez vous d'intervenir lorsqu'une affaire est en cours. Par où commencer, pardon, mais par où commencer? Alors, par le commencement, les Femen. Je ne suis pas intervenue dans une affaire judiciaire. J'ai écrit une lettre aux Femen sur la question de la nudité politique des femmes. Je n'ai pas dit, monsieur le juge, ne condamnez pas les Femen. Je ne me suis pas immiscée dans un tribunal. Donc, gardons la mesure des choses et remettons les choses dans leur contexte. Ça, c'est la première chose pour les Femen. Pour la deuxième, moi, je vous invite à vous recentrer sur le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour abaisser le seuil de tolérance de notre société aux violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est ma mission. Dans la lettre de mission que m'a donnée le Premier ministre Édouard Philippe, la première partie, le premier paragraphe me dit « Vous devrez vous servir de l'action publique et de la parole publique pour abaisser le seuil de tolérance de la société aux violences sexistes et sexuelles. » Et abaisser ce seuil de tolérance, ça commence par dénoncer la réalité de ces violences. Alors les réactions ont été assez vives. Vous avez finalement été soutenu par le gouvernement, même si M. Castaner, lui, a eu une vision un peu différente. Je vous propose d'écouter l'avocat Daniel Soulez-Larivière. Alors voilà ce qu'il a entendu, lui, chez vous. Et voilà sa réaction. Il le dit à Samia de Chir. Je suis tout à fait en osmose avec son combat, mais quand il y a une affaire judiciaire, c'est grave, il y a quelqu'un qui est mis en cause, il y a quelqu'un qui bénéficie d'une présomption d'innocence, et donc il n'est pas possible de critiquer les avocats qui le défendent et qui essaient de trouver des explications. Donc c'est pas parce qu'ils donnent des explications qu'ils sont coupables d'être antiféministes ou pour les femmes battues, c'est absurde. Elle a réagi, si vous voulez, plus comme un internaute que comme un ministre, de mon point de vue. Que lui répondez-vous ? Je ne vais pas répondre quoi que ce soit. Je suis extrêmement respectueuse de l'état de droit, des droits de la défense. Chaque personne qui est mise en cause a le droit d'être défendue et d'avoir un avocat. C'est la base. Et jamais je n'ai contesté cela et jamais vous m'entendrez contester cela. Chaque avocat a au demeurant le droit de choisir la ligne de défense dans le cadre de sa plaidoirie et dans le cadre du procès. En chargeant la victime, alors. Mais je n'ai pas à donner aux avocats les bons et les mauvais points. Ça n'est pas ce que j'ai fait. Je vous invite à relire mon expression exacte qui était de partir du traitement sémantique de cette affaire en particulier pour élargir plus généralement en disant le féminicide est ceci et cela. Qu'est-ce que c'est le féminicide ? Écoutez, il y a deux définitions différentes du féminicide qui sont utilisées notamment par des sociologues. La première, c'est tout ce qui vise à éliminer les femmes parce qu'elles sont des femmes. Par exemple, dans certains pays dans lesquels il arrive qu'on tue à la naissance des petites filles parce qu'elles sont des filles. La deuxième définition, c'est pour faire un parallèle avec, par exemple, l'infanticide ou le parricide, et c'est le fait de tuer son épouse, sa compagne, sa femme, comme ça se passe, encore une fois, tous les 3 jours en France. Mais est-ce que vous voulez que ce mot entre dans le code pénal? Est-ce que vous voulez précisément pénaliser le féminicide alors que, dans le cas d'espèce, quand on tue son conjoint, c'est déjà la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue? C'est pas mon propos, ça fait pas partie des engagements de campagne du président de la République et je ne porte pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on parle et qui ne sont pas du ressort des politiques publiques à proprement parler. Là, je vous explique depuis tout à l'heure que c'est un combat culturel. Ça sert d'en parler parce que le simple fait que j'ai mis un hashtag féminicide dans un tweet fait que vous me posez la question pour me demander ce que c'est qu'un féminicide et qu'il y a eu des dizaines d'articles disant qu'est-ce que c'est qu'un féminicide et qu'on a pu alerter sur cela. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça ne sont pas des faits divers isolés. Quand vous avez tous les 3 jours Sandrine, Salima, Fatima, Marie-Odile qui sont assassinées ou qui sont tués ou qui sont roués de coups jusqu'à la mort par leur conjoint ou leur ex-conjoint, c'est quelque chose de systémique. Ça n'est pas un fait divers, plus un fait divers, plus un fait divers. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur cette affaire soutenue par Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon au nom de la liberté de parole, mais pas par le président, enfin par le chef de file d'En Marche, de La République En Marche, Christophe Castaner? Mais alors, d'abord, j'observe que j'ai été soutenue effectivement par Jean-Luc Mélenchon, pas au nom de la liberté de parole, mais au nom de ce combat. Et nous avons échangé ensuite par SMS, et il est très clair que Jean-Luc Mélenchon soutient la lutte contre les violences envers les femmes, de la même manière que l'ancienne ministre Aurélie Filippetti ou que Manuel Valls, qui s'est exprimé aussi très clairement pour dire qu'il soutenait cela.
En ce qui concerne le gouvernement, Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé au nom du gouvernement en des termes très sympathiques et de soutien à mon égard pour ce que je faisais. Et le Premier ministre m'a téléphoné lui-même pour me rappeler son soutien à la fois sur le fond, mais aussi sur la méthode. Donc je me sens très soutenue et en phase avec l'ensemble du gouvernement. Sur la forme aussi, c'est-à-dire sur votre intervention dans cette affaire Daval, Édouard Philippe vous a dit qu'il approuvait votre manière de faire. Je vous invite à regarder les différents articles qui sont sortis, dans lesquels la source était Matignon, et il était dit qu'il y avait un soutien très manifeste et encourageant à ce que je faisais. Oui. Alors il arrive que la presse soit paradoxale, elle peut vous reprocher de trop parler, voire de ne pas assez parler. Par exemple, dans l'affaire Tariq Ramadan, avec sa mise en examen. Dans cette affaire, les accusatrices, on le sait, ont été longtemps conspuées, dénoncées, insultées. Est-ce que vous rendez hommage au courage des femmes qui ont dénoncé le théologien, parmi lesquelles la journaliste Caroline Fourest, sachant que certaines restent encore aujourd'hui menacées? Alors, on voit ce qu'on veut voir et on entend ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez souligné, c'est très paradoxal. On ne peut pas me reprocher à la fois de trop m'exprimer et en même temps de ne pas assez m'exprimer. Et d'ailleurs, sur le traitement médiatique des différentes affaires, si je ne m'étais pas exprimée, ça m'aurait été reproché. En ce qui concerne Tariq Ramadan, eh bien, je me suis exprimée. Moi, je vous invite à regarder le replay d'une émission de votre consoeur Ruth El Krief, qui date déjà d'il y a quelques temps, et d'une autre de votre autre consoeur Sonia Mabrouk. Dans ces deux émissions, me semble-t-il, je m'étais exprimée en rappelant le livre de Enda Ayari, qui est une écrivaine, et qui racontait dans ce livre les viols qu'elle avait subis, à l'époque sans nommer Tariq Ramadan, mais qui en faisait un récit absolument glaçant. Vous espérez aujourd'hui que sa mise en examen incite d'autres femmes à s'exprimer, à porter plainte? Mais de la même manière pour tous, c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit que les phénomènes massifs de libération de la parole, et je suis assez observatrice en regardant que d'un côté on salue la libération de la parole des femmes et que de l'autre côté on dit il faudrait que des femmes se taisent, mais dans le cadre de ce grand mouvement de libération de la parole, j'ai toujours incité à judiciariser. J'ai toujours dit que la justice, elle ne se rend pas dans les réseaux sociaux ou dans la presse, mais qu'il faut que les femmes aillent déposer plainte et que ce soit instruit par la justice qui tranche in fine sur la culpabilité ou non. D'un point de vue plus politique, plusieurs associations d'aide aux victimes, c'est notamment le cas de l'association contre les violences faites aux femmes au travail, c'est aussi le cas du 3919, se plaignent d'un manque de moyens. Ils vous disent, vous parlez beaucoup, vous parlez bien, mais peut-être vous ne faites pas assez. Je ne crois pas que ce soit ce que disent les associations. Là, vous leur prêtez des propos qui ne sont pas les leurs. Je connais très bien le 3919. J'ai fait un déplacement régulièrement et je ne crois pas qu'elles disent, vous parlez beaucoup, mais vous n'agissez pas, puisqu'on agit ensemble, qu'on les reçoit très souvent, qu'on est en train de travailler notamment à une prochaine campagne pour abaisser le seuil de tolérance de ces violences. Donc ne leur prêtons pas des propos qui ne sont pas les leurs. Elles se disent en tout cas saturées, voire démunies. Ce n'est pas la même chose de dire je suis saturée et de dire la ministre parle trop et n'agit pas. Oui. Elles n'ont pas dit Alors ça. elles réclament plus d'argent en tous les cas. Mais l'association contre les violences faites aux femmes au travail, elle dit ça fait 13 ans que nos subventions n'ont pas augmenté par exemple. Qu'est-ce qui est prévu pour elle? Et je crois que je n'étais pas là il y a 13 ans. Donc remettons les choses dans leur contexte aussi. Il y a plusieurs choses, et vous les soulignez très bien en les mettant en parallèle. Il y a plusieurs numéros de téléphone actuellement d'aide pour les femmes. Il y a le 3919, vous l'avez cité, il y a le numéro de la VFT, il y a le numéro du collectif féministe contre le viol, et il y a les CIDFF, les centres d'information des droits des femmes et des familles. Moi, je crois qu'on a une refonte globale à avoir là-dessus. C'est pour cette raison que j'ai installé un groupe d'experts en ce qui concerne les subventions, avec des personnalités qualifiées, qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines. Et leur but, ça va être justement d'étudier l'effectivité, l'efficacité et la bonne articulation entre les différentes associations pour qu'in fine, les femmes qui ont besoin d'un service, d'une information, puissent les trouver facilement. Alors, je le disais, vous publiez un nouveau livre, Le deuxième sexe de la démocratie, constats et propositions pour une juste représentation des femmes dans l'espace politique. Juste avant, vous avez écrit le livre Laïcité, point. C'est le thème de la première question de notre sondage Opinionway pour l'épreuve de vérité. Le gouvernement défend-il suffisamment la laïcité? Pas suffisamment, 56%. Suffisamment, 43%. Où et comment est-ce que vous allez amplifier votre effort? Écoutez, d'abord, j'observe que c'est relativement équilibré. On est sur les 45-55. Ensuite, je crois qu'il y a un certain nombre d'actions qui vont être mises en place. Oui. Il y a des atteintes à la laïcité. Le gouvernement en prend acte et agit. Je vous donne un exemple. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui installe des unités laïcité qui sont à disposition pour que dans chaque établissement, eh bien justement, les chefs d'établissement, mais tout le corps enseignant, ne soient plus seuls et ne soient plus démunis. Donc c'est une manière vraiment de mettre à leur disposition un certain nombre d'outils et d'orientations. Et pour cela, il est appuyé par une forme de conseil des sages de la laïcité qui définit à cet égard des orientations plus précises. Donc l'école, priorité. Est-ce que lutter pour la laïcité, c'est lutter contre le sexisme dans la société ?
Oui, moi je crois que ces sujets peuvent être liés. Après, comme je le dis dans le livre Laïcité, Pourquoi est-ce que... Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus surcharger la laïcité. C'est-à-dire que quand la loi de 1905 a été votée, il n'y avait rien qui concernait les droits des femmes ni l'égalité femmes-hommes. Donc je pense que la laïcité, c'est une des clés pour défendre l'émancipation du genre humain et la liberté de conscience, et notamment des femmes, mais ce n'est pas une clé suffisante. En même temps, le chef de l'État est très critiqué par l'opposition sur cette question. Alors on lui reproche de manifester de l'estime pour les religions. Et il s'était même inquiété, Emmanuel Macron, d'une radicalisation de la laïcité. Est-ce que ces mots ne sont pas malheureux finalement de la part du président de la République? Moi, je suis absolument pas choquée que le président manifeste de l'estime pour les personnes qui ont telle ou telle croyance. Et qu'il s'inquiète d'une radicalisation. Vous dites de la laïcité, point. Lui, il dit la laïcité est parfois radicale. Ça doit vous heurter. Non, ça me heurte absolument pas, dans la mesure où moi, je sais très bien, justement, pour venir des mouvements laïques, que des gens qui sont radicaux ou des gens qui peuvent être sectaires, eh ben, il y en a partout. Moi, quand j'ai reçu l'abbé Amar et l'abbé Grosjean dans mon ministère pour discuter avec eux et débattre de nos désaccords et voir si on pouvait trouver des points d'accord sur un certain nombre de combats, comme par exemple la lutte contre la pornographie à l'école, il y a des gens qui se sont offusqués en me disant que je ne devrais pas les côtoyer, je ne devrais pas leur parler, etc., etc. Je pense que des gens qui sont un peu radicaux ou sectaires, on peut en trouver dans tous les bords. Même chez les partisans de la laïcité? Et on en trouve absolument partout. Est-ce qu'il y a un péril de laïcité radicale? Ça existe comme risque? Écoutez, je ne sais pas, là, on parle de propos rapportés qui sont en plus un petit peu anciens et rapportés du président de la République. Je ne sais pas s'il les a tenus ou pas et je ne peux pas, moi, vous les expliciter en tout cas. Allez, deuxième partie de l'épreuve de vérité avec la deuxième question que l'on vous a annoncée il y a un instant. Jean-Francis Pécresse. Vous connaissez le chiffre, à travail égal, les femmes gagnent 9% de moins que les hommes. Est-ce que vous promettez l'égalité salariale à la fin de ce quinquennat? Écoutez, en tout cas, on va tout faire pour gagner 2 siècles, parce que le World Economic Forum a calculé que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau mondial serait atteinte en l'an 2234. Donc nous, ce que nous disons avec le président de la République et avec le gouvernement, c'est que nous voulons gagner 2 siècles et quelques et faire en sorte de ne pas rester dans l'inertie en attendant que ce jour arrive. C'est pour ça qu'on s'attaque à tout le système qui produit ces inégalités de salaire. Eh bien, en s'attaquant justement à ce système, vous savez que parmi ces causes, il y a notamment les ruptures de carrière pour les femmes. C'est pour ça que nous avons confié une mission sur l'harmonisation du congé maternité à une députée de la délégation aux droits des femmes, sa présidente. Nous nous attaquons aussi au sujet du congé paternité. Nous avons commandé avec Gérald Darmanin, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn une mission à l'Inspection générale des affaires sociales sur le congé paternité pour voir comment ce que les employeurs ou des sociologues appellent le risque de maternité peut être partagé avec la paternité. Alors ce congé va être allongé? Eh bien, il y a une mission qui est en train de plancher là-dessus. C'est l'orientation. Alors, écoutez, on leur demande d'étudier d'abord ce qui se passe à l'étranger, puisque vous savez qu'il y a des systèmes assez disparates, y compris au sein de l'Europe. En Italie, en Allemagne, il y a très peu de jours. Dans des pays nordiques, il y a plus de jours et qui sont mieux rémunérés. Donc, on leur demande d'étudier ça, de le budgéter aussi, pour voir ce que cela coûterait, à qui, etc. Alors, vous savez, et voir quelles sont les orientations. C'était d'ailleurs la couverture de l'Observateur la semaine dernière, beaucoup estiment que la seule façon de faire bouger les choses, c'est de rendre ce congé paternité obligatoire. Et vous y refusez? C'est pas que je m'y refuse, c'est qu'on va Vous n'êtes pas favorable. Alors, écoutez, moi, c'est un sujet qui est, au-delà d'être un sujet de je suis pour, je suis contre, un sujet symbolique ou totémique, c'est un sujet qui est aussi éminemment technique. Oui. Pendant 10 ans, vous savez peut-être que j'ai présidé un réseau de mères actives, j'ai produit un certain nombre d'études et écrit des livres comme Plafond de mère sur les liens entre la parentalité et la carrière des femmes et des hommes. En ce qui concerne le congé paternité, ce qu'on observe, c'est que plus de 70% des pères prennent leur congé paternité. Certains ne le prennent pas. Pourquoi ? Un, problème culturel. Ils pensent qu'on va leur refuser. Ils ne savent pas que l'employeur n'a pas le droit de refuser un congé paternité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On a contacté la CAF, dès lors que j'ai été nommée, pour communiquer plus massivement en direction des futurs et jeunes pères. Et deuxième frein, eh bien, l'indemnisation. C'est-à-dire qu'il y a certains pères qui ne sont pas assez indemnisés, qui ne s'estiment pas assez indemnisés puisque c'est plafonné, et donc qui se bricolent une sorte de congé paternité à eux-mêmes avec des RTT, des congés payés, etc. C'est pour ça que je crois que le levier, ça peut être aussi l'augmentation de l'indemnisation. Mais pour en revenir à l'égalité salariale homme-femme, votre collègue au gouvernement, Muriel Pénicaud, qui est ministre du Travail, alors elle juge la situation inadmissible, mais elle ne veut pas d'une nouvelle loi. Mais elle ne veut pas d'une nouvelle loi qu'elle juge inutile. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire confiance aux entreprises ? C'est ça la solution ? Non, l'idée c'est de se dire que vous savez, on a un système pléthorique de lois sur l'égalité professionnelle. La première vraiment dure, c'était Yvette Roudy en 83, et puis avant il y avait d'autres dispositions qui avaient été prises, mais qui sont d'abord pas
pas connues, ni des femmes elles-mêmes, ni des employeurs, mais qui ne sont pas non plus appliquées. Donc nous voulons renforcer les contrôles aléatoires, comme l'a annoncé le président de la République le 25 novembre dernier, pour faire en sorte que tous les dispositifs légaux existent. Je vous donne un exemple en ce qui concerne l'État, puisque l'État, pour l'instant, n'est pas assez exemplaire sur cette question, c'est le moins qu'on puisse dire. En ce qui concerne l'État, nous voulons faire appliquer la loi Sauvadet. Elle prévoit des quotas de féminisation et elle prévoit 90 000 € de pénalité par unité d'emploi manquant. Or, je me suis aperçue en rentrant au gouvernement, avec mon collègue qui est ministre de l'Action et des Comptes publics, qu'il n'y avait pas de système pour aller contrôler véritablement cela, l'application, et pour aller réaffecter au budget de l'État les pénalités. Donc ça, c'est un exemple flagrant d'une loi qui existe, qui est une bonne loi, mais qui n'est pas appliquée. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est appliquer toutes ces lois qui existent avec ces contrôles aléatoires renforcés, avec des sanctions quand c'est nécessaire, mais aussi avec des mesures telles que le name and shame, qui était un engagement de campagne du président de la République, nommer et dénoncer les entreprises récalcitrantes, et puis aussi accompagner les entreprises qui, elles, manifestent un bon vouloir. Je vous propose d'écouter sur ce thème Sophie Binet de la CGT, qui, elle, réclame d'autres mesures encore. L'Islande est un des pays du monde dans lequel il y a moins d'écart entre les femmes et les hommes. L'Islande vient de mettre en œuvre au 1er janvier 2018 une loi qui inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'elle force les entreprises à prouver qu'elles ne discriminent pas. Si les entreprises ne sont pas capables de faire cette preuve, elles sont automatiquement sanctionnées. Eh bien, pourquoi ne pas mettre en œuvre une loi de ce type-là en France, de façon à généraliser les sanctions et à mettre en œuvre une obligation de résultat au lieu de la simple obligation de moyens que nous avons aujourd'hui en France et qui est totalement insuffisante. Alors, pourquoi Alors, il y a une obligation de résultat. Alors, deux choses. D'abord, cette loi qui a été prise en Islande, on l'a regardée vraiment et on l'a analysée très attentivement. Elle est assez similaire à un certain nombre de lois qui existent en France. Ensuite, moi, je ne peux pas laisser dire qu'en France, il y a juste une déclaration d'intention ou une obligation de moyens. Il y a une obligation de résultat. Et d'ailleurs, les entreprises se risquent à un certain nombre de pénalités, allant jusqu'à 1% de la masse salariale, si elles ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'enjeu, il n'est pas tant sur le texte. C'est qu'un plan d'action. C'est la loi de 2012 qui oblige chaque entreprise à avoir avec un plan derrière des d'action sanctions vers l'égalité salariale. Non, les sanctions, elles se portent également. Si, vous êtes obligé de payer de la... Vous ne pouvez pas discriminer. C'est interdit en France de payer. Mais si, c'est de la discrimination. Payer moins une femme qu'un homme à poste égal parce qu'elle est une femme, c'est de la discrimination. Ça, c'est interdit. Oui. Et c'est pour ça que j'ai signé une convention avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, cet été. Et que demain, d'ailleurs, il va présenter un nouveau plan sur le harcèlement sexuel au travail. Parce que moi, je rappelle qu'on peut saisir le défenseur des droits en France. On peut faire appel à des délégués et à des syndicats tels que la CGT et tous les autres, mais on peut aussi faire appel à l'inspection du travail. Il est interdit de discriminer, donc de moins bien payer les femmes que les hommes à poste égal en France. La transparence des salaires, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ? Écoutez, c'est une mesure qu'on est en train d'investiguer. Effectivement, là encore, je pense qu'il ne faut pas se contenter du totem et regarder comment on la met en œuvre, comment on l'applique. Donc le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, que je préside et dont Muriel Pénicaud est également vice-présidente, est en train d'investiguer cela. Il y a des logiciels qui existent en Suisse, par exemple, comme Logib, qui permettent facilement aux entreprises de calculer leurs écarts de salaire. Il y a des entreprises qui commencent à le faire. De façon anonyme. Voilà, absolument, pour avoir des pourcentages. Oui, bien sûr, l'idée, c'est pas de demander combien... Pourquoi pas donner les noms, je ne sais pas. Non, moi, je pense... Vous n'êtes pas pour le lancement du hashtag « Balance ta disparité salariale ». Écoutez, en ce qui concerne les employeurs, pourquoi pas, mais je crois que l'idée, ça n'est pas de demander le salaire de monsieur un tel, madame un tel, monsieur un tel. L'idée, c'est d'avoir les écarts de salaire en pourcentage. L'Oréal, par exemple, donne ses données salariales à l'INED. Et l'INED, de façon indépendante, calcule les disparités, les différences de traitement femmes-hommes, et cela permet ensuite à l'entreprise de corriger. Il y a au moins un domaine dans lequel la France semble peut-être exemplaire, je ne sais pas, vous allez pouvoir nous le dire, oui. Dites-moi. C'est la présence des femmes dans les conseils d'administration. Vous allez avoir bientôt une communication à New York sur ce thème-là. Alors j'y étais la semaine dernière, en réalité. J'étais effectivement à New York, puisqu'on avait un gros événement sur ce sujet en partenariat entre la France et le Canada. Et la ministre auprès de Justin Trudeau, Mariam Monsef, était présente, et avec nos partenaires américains, parce qu'effectivement, la France est de mieux en mieux placée sur... Quels sont les pourcentages alors ? Écoutez, là, c'est monté à combien ? On a réussi à atteindre 37%
et ensuite à être autour de 40%, ce qui est bien et ce qui nous prouve qu'on a doublé le chiffre grâce aux quotas en quelques années, depuis 2012. Et dans d'autres pays, il n'y a pas de quotas et ça ne progresse pas. Donc en termes de diplomatie, la France porte ce message de dire, vous voyez, quand on a des quotas, on peut arriver à faire progresser la place des femmes. Quel effet est-ce que cette politique de quotas dans les conseils a eu sur l'égalité dans les entreprises? Au fond, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de combat? Moi, je ne pense pas qu'on se trompe de combat. Ce que des sociologues disent, hein, c'est-à-dire on s'est trompé de combat en se focalisant sur ces conseils, mais ça n'a eu aucun effet d'entraînement dans les entreprises. Moi, je pense qu'il faut agir sur tous les leviers. Je pense que s'il y avait une baguette magique qui permettait d'arriver à l'égalité professionnelle femmes-hommes avec une seule mesure, eh bien, les gens qui étaient là avant nous l'auraient fait, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut agir sur tout, même si tout ne touche pas tout le monde. Le congé paternité, eh bien, ça n'a pas d'impact sur, par exemple, les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants seuls, etc. La gouvernance des entreprises, ça n'a pas d'impact sur les personnes qui sont au statut employé dans l'entreprise ou un impact très mesuré et à long terme puisque ça fait un appel d'air et que ça est censé faire monter des cadres et ensuite créer un vivier. Moi, je crois qu'il faut agir sur tout, sur l'orientation, sur les interruptions de carrière, sur les politiques de conciliation vie pro, vie familiale, sur la transparence, sur le name and shame. Je pense qu'il faut tout faire et être sur tous les fronts en même temps. Avec un objectif, donc je reprends la question, la deuxième question de cette émission. Alors, je ne sais pas si vous promettez l'égalité salariale à la fin du quinquennat, mais vous voulez réduire l'écart à combien ? Écoutez, l'idée pour nous, c'est, je vous l'ai dit, de gagner 2 siècles et demi. Je ne vous promets pas qu'il y aura 0% d'inégalité de salaire femmes-hommes, tout simplement parce que tout ne dépend pas du gouvernement. Donc le gouvernement fera tout ce qu'il peut, comme je viens de vous le détailler, mais on a besoin aussi que les entreprises soient avec nous, que les partenaires sociaux soient avec nous, que les syndicats le mettent à l'ordre du jour de leurs négociations et que chacun fasse appliquer réellement les droits. Et que les femmes se révoltent ? Écoutez, que les femmes fassent... leur voix. Déjà, moi, je pense qu'il faut que les femmes, connaissent leurs droits, les fassent appliquer. Et effectivement, vous avez raison, il y a un certain nombre de femmes qui ne connaissent pas leurs droits au travail. Moi, j'étais frappée pendant la campagne présidentielle, quand je faisais des ateliers avec des femmes pour préparer le programme du président de la République. Certaines nous disaient, par exemple, ça pourrait être bien si on pouvait avoir une petite augmentation du retour du congé maternité, ou si on pouvait être protégé du licenciement quelques semaines quand on revient du congé maternité. Mais tout cela existe et est déjà dans la loi, et beaucoup de femmes ne le savent pas. Troisième partie, tout de suite, de l'épreuve de vérité avec Marlène Schiappa. Et là, la question, c'est quelles sont les mesures en vue, puisqu'un texte de loi est en préparation, il est quasiment finalisé, je pense, contre les violences faites aux femmes, notamment dans la rue. Et c'était le thème de la deuxième question de notre sondage OpinionWay pour l'épreuve de vérité. Êtes-vous favorable ou non à la sanction du harcèlement de rue? Favorable, 68%. Opposé, 30%. Donc vous voilà soutenu et encouragé, même si en vous écoutant depuis le début de l'émission, on sent qu'on n'a pas besoin de vous encourager dans vos combats, Madame Schiappa. Si, c'est toujours bienvenu, ne vous privez pas. Soutenu par l'opinion. Absolument. Écoutez, il y avait une étude également de l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès il y a quelques semaines qui montrait que 8 femmes sur 10 ont peur quand elles sont seules dans la rue le soir. Donc je crois qu'effectivement, cette insécurité spécifique, pour reprendre les propos du président quand il était en campagne, elle est vécue par les femmes, elle est ressentie. Et je crois qu'il y a également un certain nombre d'hommes qui ne cautionnent pas du tout ces comportements et qui sont rassurés à l'idée de savoir que ça serait interdit. Énormément, pas un l'immense majorité. L'immense majorité, l'immense majorité. Comment on définit cet outrage sexiste? Comment on le définit? Comment on le sanctionne? Qui le sanctionne? Ça paraît un petit peu compliqué. Alors, comment on le définit déjà? C'est effectivement compliqué. C'est pour ça que j'ai installé un groupe de 5 parlementaires d'horizons politiques différents. Il y a des gens du MoDem, de La République En Marche, de la Nouvelle Gauche, etc. Et l'idée de ces 5 parlementaires, c'est de plancher, de mener des auditions, ce qu'ils ont fait, auprès à la fois d'associations, de citoyens, mais aussi des forces de l'ordre et d'un certain nombre d'experts. Nous allons créer un délit d'outrage sexiste qui pourra être verbalisé en flagrant délit par les forces de l'ordre. Combien dans l'application? Au passage de PV, combien? Alors là, on est en train de regarder en termes de montant. Je crois que les députés ont recommandé, parce que le rapport nous sera remis dans quelques semaines, ils ont recommandé que ce soit une amende de classe 4, ce qui laisse une fourchette entre 90 et 750 euros, selon que vous le payez immédiatement, que ce soit minoré, majoré, que ce soit, etc. Donc la définition... Et l'idée de la définition, c'est de dire que c'est tout acte qui intimide, qui vise à humilier, à intimider, à outrager Alors, concrètement, les femmes dans l'espace. Parce que j'ai vu un tableau même dans le Figaro, dans le Parisien la semaine dernière, vous l'avez sans doute vu,
Oui, sur les comportements qui devraient être sanctionnés, on va le voir. Alors, on lit donc, ça va des sifflements aux commentaires sur le physique ou la tenue vestimentaire, en passant par les réflexions sexistes jusqu'au regard appuyé. Je ne suis pas sûre que ce soit le contenu du rapport des députés. Il ne me semble pas, en tout cas, qu'il soit fait mention Pas des de regards regards appuyés ou de commentaires, parce qu'un commentaire, ça peut être aussi un compliment une fois, ça peut être quelque chose de sympathique. Le texte dit un commentaire subtil. Alors, comment faire la différence entre harceler par un mot déplacé ou un commentaire subtil qui rend hommage à la beauté de la personne que l'on aborde? Ce sont les policiers et les magistrats qui mettent le doigt sur ces questions. Bien sûr, mais difficiles à définir ils ont tout à et à fait, sanctionner. ils ont tout à fait raison de le faire, parce que la question pour nous, c'est l'application. Il s'agit d'abord de dire que les lois de la République interdisent d'intimider, de harceler les femmes dans l'espace public, ce qui n'est pas encore contenu dans la loi actuellement, d'une part, et donc ça aura valeur de pédagogie, mais d'autre part, ils ont absolument raison de le souligner. Ce qui est important pour nous, c'est comment on met cela en œuvre. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé que ça fera partie des priorités de la police de la sécurité du quotidien, et que parmi ces 10 000 policiers et policières, il y aura cette verbalisation du harcèlement de rue. Moi, je crois très sincèrement que les policiers et les forces de l'ordre sont en capacité totale d'identifier le harcèlement de rue. J'étais encore le week-end dernier en Sarthe avec la gendarmerie et la police pour travailler sur les violences envers les femmes. Et ce que me disent les policiers, les gendarmes aussi au demeurant, c'est qu'ils savent quand ils repèrent du harcèlement de rue, lorsqu'ils sont en patrouille, quand ils voient une jeune fille qui est intimidée, qui est suivie, qui est menacée, ils le voient bien. Il ne s'agit pas de mettre une amende pour quelqu'un qui aurait dit « vous avez un beau chapeau » ou vous êtes très séduisant ou très séduisante » ou « est-ce qu'on peut discuter » etc. Il s'agit vraiment d'intimidation, de ce qui crée un climat malaisant pour les femmes, effrayant, et qui nous amène aux chiffres que l'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que cette loi, malgré ses bonnes intentions, elle est réaliste? C'est-à-dire, est-ce que dans des quartiers où la présence de la police est pour le moins épisodique, elle a moindre chance d'être appliquée au fond? Est-ce que c'est les vrais harceleurs qui vont être victimes de cette loi, comme ils devraient l'être, et pas ceux qui... Qu'est-ce que c'est les faux harceleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a des quartiers où les femmes sont plus harcelées que d'autres, et où la police, comme par hasard, est un peu moins présente. Est-ce que cette loi, elle ne va pas être appliquée là où elle a peut-être moins de raisons de l'être que d'autres? Écoutez, le président de la République s'est exprimé là-dessus au moment où il a lancé la grande cause du quinquennat, donc à l'Élysée, le 25 novembre dernier. Et il a expliqué que les policiers de la sécurité du quotidien seraient déployés notamment pour cette mission sur les lieux qui sont sensibles. Donc ça peut être par exemple aux abords des gares, parce que c'est effectivement parfois et souvent dans des quartiers difficiles, dits difficiles, mais ça peut être aussi en plein centre-ville, aux abords des gares. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis élue du Mans. Un des points sensibles pour nous, c'est le trajet qui mène de la gare à la place principale, qui est l'avenue du Général Leclerc, dans laquelle vous savez que si vous passez à pied de nuit, eh bien vous serez importuné par des bandes de garçons, de jeunes hommes qui sont là toute la journée. Alors, Jean-Francis parle de certains quartiers. Dans certains quartiers, certaines femmes sont harcelées, effectivement, mais parce qu'elles osent sortir en jupe en bas de chez elles, ou parce qu'elles ont, je ne sais pas, les épaules dénudées. Et comment est-ce que vous réagissez face à ce genre de phénomène, qui est quand même très présent, vous le savez, et est-ce que ce texte-là aura une utilité? Écoutez, moi je pense qu'il aura une utilité justement également pour ces femmes. Pour la liberté vestimentaire et même la liberté de porter des vêtements, on va dire, sexy pour faire court. Enfin, de s'assumer la liberté de s'habiller comme on le veut. Comme on le veut, sans autre restriction que celle des troubles à l'ordre public que l'on connaît et qui sont valables pour les hommes comme pour les femmes. Pour ces femmes qui souffrent, qui n'osent pas sortir en bas de chez elles. L'idée, justement, c'est que cette verbalisation du harcèlement de rue ou de l'outrage sexiste, et c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé outrage sexiste, pour dire qu'il n'y a pas forcément de phénomène de répétition. Et que ça peut être même une fois. Même une fois, ces femmes que vous évoquez, elles sortent épaules dénudées ou en mini-jupe, quelqu'un essaye de les intimider, eh bien, ils pourraient être verbalisés dans le cadre du harcèlement de rue, de l'outrage sexiste. L'idée, c'est vraiment de dire que ça fait partie des valeurs républicaines, et les lois de la République, eh bien, ne tolèrent pas qu'on intimide des femmes ou qu'on leur somme de s'habiller de telle ou telle manière. Alors, du reste, certaines choses changent, sans même de nouvelles lois. C'est le cas dans la Formule 1, par exemple. Alors, on ne verra plus de grid girls. Les grid girls sont ces jeunes femmes qui accompagnent les pilotes jusqu'à... On va les voir, on va les voir. Voilà. Alors, ça c'est fini en Formule 1. Ça vous satisfait ?
Écoutez, ce n'était pas une demande de ma part, mais effectivement, comme je viens de vous le dire, moi j'étais maire adjointe du Mans, je suis toujours élue du Mans. Il y a les 24 heures du Mans là-bas, Oui. comme vous le savez. Et Pierre Fillon, qui est le patron de la CO qui organise les 24 heures du Mans, avait déjà pris la décision, il y a quelques années de cela, d'arrêter les Greek Girls. Moi je pense que le message qu'on envoie derrière, c'est un message sur la place des femmes dans le sport. Ce matin, j'étais avec Laura Flessel. Nous étions en train de lancer, notamment avec le CSA, un programme sur le sport féminin toujours, pour valoriser et encourager la pratique sportive des femmes. Et l'idée, c'est de dire que les femmes dans le sport, elles ne sont pas forcément celles qui ont des jolies robes et qui font une bise aux champions. C'est mais fini en qu'elles peuvent Formule 1, être ça aussi la perdure sur le championne. Tour de France, ça perdure au Oui, Salon de l'Auto, absolument. etc. Oui. Absolument, mais d'ailleurs, je fais un événement prochainement justement au Mans avec un député qui s'appelle Damien Pichereau, qui est mobilisé sur les sujets de la mobilité et notamment de la course automobile. On fait ça aux 24 heures du Mans et l'idée justement, c'est de discuter ensemble avec les experts, avec les gens qui sont partie prenante, de la façon dont on fait exister des femmes championnes et pourquoi pas une femme qui gagnerait les 24 heures du Mans et qui, elle, recevrait les congratulations Avec un et les bouquet porté par un félicitations. homme. Mais écoutez, pourquoi pas? Ah, bah, écoutez, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit sur le Tour de France à l'arrivée de chaque étape? Ce sont des femmes potiches qui arrivent avec des bouquets. Ça vous heurte, cette image, cette représentation de la femme? C'est ce que je vous disais, c'est ce Oui. qu'il y a derrière. Le fait qu'une Oui. femme fasse une bise avec un bouquet en soi n'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est la représentation derrière et le parallèle qu'on peut faire avec le fait qu'il y ait très peu de femmes sportives qui soient médiatisées autant que les hommes sportifs. D'accord, très bien. On aborde d'autres sujets et notamment celui de la PMA. Alors, c'est pour quand? Et est-ce que vous avez bon espoir de faire évoluer les opinions dans le sens de la PMA pour toutes les femmes? Écoutez, il y a les états généraux de la bioéthique Ceux qui qui se vont sont durer ouverts. plusieurs mois. Là. Absolument, qui durent, puisque ça se passe dans le cadre de la révision de la loi bioéthique. Et dans le cadre de ces états généraux, il y a un débat citoyen. Donc chacune et chacun peut apporter sa pierre, organiser son débat sous l'égide du Conseil national d'éthique. Et l'idée, c'est que ce débat débouche sur la révision de la loi bioéthique qui sera portée par la ministre de la Santé et des Solidarités. Vous avez dit aux partisans de la PMA d'ignorer la manif pour tous. Vous leur avez dit, laissez-les faire dans leur coin, laissez la manif pour tous s'énerver toute seule. C'est vrai que c'est votre message? Le message du gouvernement, c'est la bienveillance et l'apaisement. Donc effectivement, moi je crois que si on veut avoir un débat apaisé, il faut procéder de la sorte. Pourquoi je leur dis ça? D'abord, je n'ai pas dit exactement en ces termes, mais pourquoi je dis cela? C'est parce que moi j'observe, et notamment le rapport SOS Homophobie qui calcule les actes homophobes et qui en fait état chaque année, nous montre qu'à chaque fois qu'il y a des débats de société, eh bien, il y a une forme d'effet néfaste derrière avec une augmentation des actes homophobes. Moi, ma préoccupation, c'est faire en sorte que les couples de femmes, les couples d'hommes qui jouent, qui se promènent dans la rue, qui vont aller au restaurant le soir de la Saint-Valentin, qui amènent leurs enfants dans le parc, à l'école, ne soient pas importunés et ne soient pas des victimes de paroles ou d'actes homophobes qui seraient blessants et pour eux et pour leurs enfants en marge des débats. C'est ma préoccupation. En tous les cas, je me souviens que Emmanuel Macron, durant la campagne, avait critiqué un peu le précédent gouvernement pour avoir un peu, pour résumer, hystérisé le débat sur le mariage pour tous. Vous vous souvenez, vous voulez vous éviter cet écueil-là, même si on entend des critiques chez les adversaires de la PMA pour toutes, qui disent « mais ça ouvre la voie à la GPA ». Alors que leur répondez-vous? Est-ce que là, vous ne serez pas de toute façon interpellé, et certainement durement? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, vous avez raison de le rappeler, le président de la République avait pris 2 engagements pendant la campagne. Il a pris un engagement de fond en disant qu'il proposerait à la représentation nationale l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Mais il a pris aussi un engagement de forme en disant que son engagement de forme, c'était qu'il voulait avoir un large débat citoyen qui associe tout le monde et que personne ne soit d'office rejeté ou exclu de ce débat. Et je crois que c'est une bonne méthode parce que c'est avec cette méthode qu'on peut arriver à une forme de consensus ou en tout cas de débat qui soit canalisé. Très bien. Alors, Marlène Schiappa, vous avez une origine corse, vous en êtes fière manifestement, puisque vous la portez autour du cou. Est-ce que le chef de l'État va en Corse demain, enfin arrive ce soir ou demain matin? Est-ce qu'il doit faire un geste, des concessions vis-à-vis des Corses et notamment des autonomistes corses? Vous avez rappelé, effectivement, le président de la République va en Corse demain. Et effectivement, je l'accompagnerai, je ne serai pas seule, avec d'autres pour ce déplacement. Moi, je crois que le président de la République s'exprimera demain ou après-demain, ou en tout cas au cours de son voyage en Corse. Et il dira quelle est sa ligne à cet égard.
Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Moi, vous êtes qu'est-ce que corse. vous Est-ce que vous pensez, vous estimez, comme les nationalistes, hyper majoritaires dans votre île, que le gouvernement là, a une chance historique à saisir en Moi, répondant aux revendications corses? Effectivement, moi, ce que j'observe, c'est que d'abord, la démocratie existe et je suis extrêmement respectueuse de la démocratie. Nous avons deux présidents, Jean-Guy Talamone et Gilles Simeone, qui sont les coprésidents de la collectivité territoriale. Ils sont démocratiquement élus, ils portent des revendications. C'est tout à fait normal que le président de la République échange et discute avec eux. Au demeurant, ils ont déjà été reçus par le Premier ministre Édouard Philippe, par d'autres comme François de Rugy et d'autres responsables politiques. Donc moi, je crois qu'il y a un dialogue qui s'initie. Jacqueline Gouraud a été chargée de suivre ces dossiers pour le gouvernement et je trouve que c'est un très bon signal que d'avoir une personne qui est pleinement en charge. On aimerait savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous estimez que certaines revendications sont légitimes ou pas? Sur la langue corse. Sur la langue corse, sur le statut des Corses. De prisonniers politiques aussi, est-ce que ça existe en France, des prisonniers politiques par exemple? Alors, vous connaissez très bien, mieux que nous, ces problèmes, vous êtes corse. Écoutez, moi je crois qu'il conviendrait d'attendre l'expression du président. Ce n'est pas que je veuille échapper au débat, je le prendrais bien volontiers, comme je crois qu'on ne me reproche pas en général de ne pas assez m'exprimer. Ah ben là, on vous le Simplement- reproche un petit peu. Écoutez, Là. non, mais je veux bien revenir la semaine prochaine pour parler avec vous de ce qui aura été dit par le président de la République, mais vous comprendrez que ça n'est pas à moi, secrétaire d'État, de donner mon avis sur un plateau de Mais est-ce que vous télévision espérez quelques demain, jours avant la venue du Vous président serez de la avec le République. chef de l'État. Est-ce que vous espérez qu'il rappelle que la République est une et indivisible? Vous serez à ses côtés. Moi, Est-ce que vous je n'ai vous pas- attendez de cela de lui? Je n'ai pas d'espérance vis-à-vis du président de la République. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Je suis dans son gouvernement, je mets en œuvre son programme et je suis bien sûr totalement en phase avec tout ce que peut Tout ce qu'il dire dira. ou proposer le président de la République. Il n'y a même pas de débat à ce sujet. Autre question, ou pour le dire différemment, est-ce que vous estimez, vous qui êtes corse, qu'il y a une spécificité corse que les autres régions françaises n'ont pas? Est-ce qu'il faut reconnaître une spécificité particulière à la Corse? Écoutez, je crois que bien sûr, il y a des spécificités, ne serait-ce que géographiques. La vie insulaire n'est pas la même que la vie continentale. Donc effectivement, il y a des particularités. Certaines sont déjà reconnues. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est exprimé à ce sujet dans une question au gouvernement à laquelle il avait répondu en reconnaissant aussi, bien sûr, qu'il y a des particularités. C'est pour ça, au demeurant, qu'il y a une collectivité territoriale. C'est une forme de reconnaissance institutionnelle de ces particularités. Est-ce que vous êtes inquiète du décrochage du président et du gouvernement dans les derniers sondages d'opinion, avec également le coup dur que représentent les deux élections législatives partielles de ce dimanche? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que d'abord, les élections législatives partielles, je crois qu'il ne faut pas en tirer des leçons nationales trop vite. Il s'agit de deux élections partielles. Généralement, les élections partielles ne sont pas favorables au gouvernement qui est en place. C'est un peu la règle On sent que habituelle. certaines attentes, notamment sur le pouvoir d'achat, ne sont pas satisfaites. Il y a une forme Oui, d'impatience. mais moi je comprends et je partage tout à fait l'impatience de tous nos concitoyens, y compris sur les sujets qui sont les miens. Les gens ont voté pour le président de la République pour une transformation. Ils attendent les résultats de cette transformation. Nous sommes au travail, nous y travaillons. Je crois qu'il faudra, hélas, attendre encore un tout petit peu les résultats effectifs sur la vie quotidienne globale de nos concitoyens. On va se séparer sur quelques notes de musique et des images également du groupe de rap Big Flo et Oli. Je ne sais pas si vous très connaissez bien cette sûr. belle chanson Absolument. Dommage. Il est question notamment d'une Violence femme qui succombe sous les coups de son mari. On regarde et on Magnifique écoute. chanson. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Voilà, les artistes s'emparent de tous vos dossiers, Madame Schiappa, les chanteurs, le cinéma aussi, bien sûr. On a vu récemment le film numéro 1. D'ailleurs, vous étiez à une projection, je me souviens, sur les Tony Champs-Élysées Marshall. avec Emmanuel DeVos, oui, sur une femme d'influence dans les affaires. Et puis, mercredi sort Jusqu'à la garde avec Léa Drucker sur les violences conjugales. Le cinéma s'empare aussi aux États-Unis de la question des femmes. Rien à voir avec l'affaire Weinstein. Je ne sais pas si vous avez vu Pentagon Papers avec la magnifique métamorphose de la propriétaire du Washington Post. Vous vous sentez soutenu, c'est pour ça que vous-même d'ailleurs vous allez monter sur scène
pour jouer les monologues du vagin, vous vous y préparez parce que c'est une pièce qui n'est pas évidente à jouer. Hein, je me souviens l'avoir vue. Absolument. En ce qui concerne les monologues du vagin, on reverse la recette à une association qui s'appelle le Collectif Féministe contre le viol, que je citais tout à l'heure, qui a un numéro. Ce sera une lecture pour vous? Vous allez jouer? Il s'agit d'une lecture, absolument. Je voudrais juste saluer, si vous me le permettez, revenir un tout petit peu en arrière et saluer ce que font ces deux rappeurs, Big Flo et Oli. Moi, j'ai découvert ce morceau par l'intermédiaire de ma fille de 11 ans qui l'écoute avec ses copines. Et je crois que le fait que des idoles et des rappeurs qui sont écoutés par les jeunes, ça peut permettre parfois de passer des messages de société et d'abaisser ce seuil de tolérance de la société aux violences en interpellant, y compris les plus jeunes, à ce phénomène. Donc je voudrais vraiment les remercier pour ce qu'ils font. On les félicite, ce sont deux frères toulousains merveilleux, plein de talent. Merci à vous, merci à vous. Messieurs. Bonsoir à tous, la semaine prochaine. Ici à votre place, notre invité sera Pierre Moscovici.